Bonjour, je suis Héloïse Basile, formatrice en entreprise, consultante et coach PNL certifié. L'imagination est un élément essentiel de mon travail et j'ai remarqué l'influence des personnages qui ont peuplé notre passé sur notre présent. Dans cette chronique, je vous propose d'explorer comment nos héros d'enfance impactent nos décisions et nos visions de notre métier pour pouvoir ensuite les modifier si nous le souhaitons. Bonjour Marielle. Bonjour Héloïse. Alors d'abord, merci beaucoup de prendre ce temps avec nous. De rien. Ça va être très intéressant, je pense, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de nos personnages préférés et de l'influence qu'ils ont sur nous, notamment dans le domaine professionnel. Très bien, d'accord. Alors, ma première question, c'est quel est ton personnage préféré ? Alors, enfant ou adulte ? Enfant. Alors, c'était Fantomette. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu Fantomette ? Ah, Fantomette, qui a bercé donc mes jeunes années. Fantomette est une jeune fille apparemment normale, qui va à l'école avec ses amis, mais qui, la nuit, est une justicière masquée qui vient enfermer les voleurs, si je le fais simplement. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre comme caractéristique à part... Parce que là, ça pourrait ressembler à Superman, par exemple, à part que c'est une petite fille. Ah oui, voilà, c'est une jeune fille qui est apparemment très intelligente à l'école, assez discrète. Dans le livre, elle a des amis qui sont, entre guillemets, les faire-valoir, parce que c'est eux qui sont... qui voudraient être connus, qui voudraient être Fantomette. On parle à l'école des exploits de Fantomette tous les matins. mais Françoise, donc la jeune fille qui est en réalité Fantomette, elle est beaucoup plus discrète, connaît les réponses à toutes les questions et l'héroïne justement de ces romans. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaisait en fait dans ce personnage ? Le fait de pouvoir rendre la justice la nuit sans que ce soit su. Et pourquoi c'est chouette que ça se sache pas ? Très bonne question. Très bonne question. Pour pas attirer l'attention, pour pas attirer les mauvais jugements que justement pourraient porter les gens quand on sait qui est un héros ou qui est une star ou qui est... D'accord. Et à ton avis, quels sont les points communs que tu as avec Fantomette ? Je ne suis pas justicière masquée. C'est vrai ? Sais pas. Non, la volonté de justice. Ouais. Et peut-être effectivement la discrétion au grand jour, de pas forcément vouloir absolument être connu ou être au centre de l'attention. C'est un peu le personnage qui est derrière le rideau, quoi. Au théâtre, en fait. Celui qui organise tout, qui gère tout, mais qu'on ne voit pas sur scène. On ne voit pas sur scène, c'est vrai. Mais qui, quelque part, devrait le vouloir quand même un petit peu, dans la mesure où on se rêve ce héros. Mais... Et toi, tu fais du théâtre aussi ou pas ? Je fais du théâtre. Et est-ce que tu te retrouverais dans ce personnage, du coup, qui organise, qui gère la production de la pièce, mais qu'on ne voit pas ? Oui et non. Oui, parce que je fais aussi ça, cette gestion de tous les à côté d'une pièce de théâtre, mais je suis aussi sur les planches. D'accord. Mais je suis masquée derrière un personnage. Et oui, donc tu restes quand même derrière un masque et derrière le fait que finalement, c'est pas toi qu'on voit, c'est ton personnage. Exactement. Ouais. Donc tu as repris les aptitudes de Fantomette à ton compte. Voilà. Quelque part. Et quelle serait pour toi la principale différence entre toi et Fantomette ? La principale différence entre Fantomette et moi, on n'a plus le même âge. Elle avait un côté je sais tout, peut-être, que j'ai moins, que j'avais peut-être au même âge à l'école, mais que j'ai moins aujourd'hui. En relisant des Fantomettes aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y aurait quelque chose qui m'agacerait dans le côté c'est elle qui voit toujours juste, qui est très calme, qui garde son sang-froid en toutes circonstances. Voilà, peut-être que ça, on l'a moins dans la vraie vie. D'accord. Moi, c'est vrai que ça me fait penser au personnage de Martine,
qui pareil réussit toujours tout, a toujours raison, a toujours les premiers prix et c'est vrai que ça peut parfois être un petit peu agaçant quand on fait partie de la vie de Martine, mais finalement en tant que lecteur on s'y attache et puis on a envie d'être pareil. On s'identifie, ouais. Et à ton avis, ce serait quoi la morale de Fantomette, sa devise, ce en quoi elle croit? Je te laisse un peu de temps pour réfléchir parce que bon, merci. C'est pas forcément ça. Non, qu'on peut embellir le monde sans nécessairement que ce soit su et qu'il faut pas forcément rechercher cette visibilité parce que ça fausserait justement cet embellissement. Même carrément finalement que c'est le secret qui permet d'embellir le monde. Oui, il y a de ça. Et ça te parle, toi? Oui, ça me parle. Et tu penses que tu es plutôt quelqu'un qui agit en discrétion, dans le secret, autant professionnellement que personnellement? Bah, peut-être un peu trop, parce que c'est le fait d'être en discrétion qui fait qu'on est finalement la bonne fourmi, mais que stratégiquement, politiquement, on n'est pas forcément la personne qui va porter les projets qui vont donc être orientés de la bonne manière dont on le voudrait. Mais effectivement, ça pourrait correspondre assez bien à ce que je suis. Mais c'est intéressant de se dire que finalement, le secret, ça peut être utile au début, quand on a quelque chose qui est émergent, un projet qu'on est en train de faire et qu'on a envie de travailler de son côté sans être interrompu par peut-être la vision des autres ou leurs besoins ou leurs attentes. Mais si on reste dans le secret, finalement, le projet va peut-être être porté en avant, mais soit on va rester dans l'obscurité et peut-être que le projet va même continuer sans soi. Donc d'un point de vue carriériste, c'est pas forcément intéressant de se dire que le projet continue, mais que finalement, nous, on n'a pas la rétribution par rapport à ça, en fait. On n'est pas reconnu dans tout ce qu'on a apporté. C'est un risque, en tout cas. Tout à fait. Est-ce que tu penses que Fantomette, elle a une vision particulière par rapport à l'école? Parce qu'elle va à l'école. Elle a une vision très sage et très dans les clous de l'école. D'accord. Ce qui au passage correspondait assez à la vision et à la petite fille que j'étais moi-même, donc la bonne élève qui ne remet absolument rien en question dans le système et dans ce qu'on lui apprend et qui aime l'école, qui aime apprendre. Donc oui, non, elle remet pas forcément en question le système installé. Et est-ce que tu dirais que toi, parfois, ça peut t'arriver d'avoir la même attitude par rapport au travail, par exemple? Oui, pour vivre avec. Mais intérieurement, je vais le remettre en question systématiquement. Finalement, c'est ce que fait Fantomette aussi. Oui. Parce que dans sa vie de Françoise, donc la petite fille qui est dans la réalité Fantomette, elle suit les règles, elle va à l'école, elle fait ce qu'on lui dit, elle fait ses devoirs, etc. Mais au fond, elle va avoir un autre rôle complètement différent en cachette. Donc elle ne suit pas l'ordre établi parce que logiquement une petite fille ne devrait pas se déplacer la nuit pour aller résoudre les problèmes et sauver ses voisins. Donc intérieurement, elle lutte aussi contre ce système. Mais elle ne choisit jamais de le faire, en tout cas à ma connaissance, elle ne le fait jamais en plein jour. Non, tout à fait. C'est exactement ça. Et est-ce que tu dirais que toi aussi, du coup, tu as l'impression parfois que tu as envie de changer le système en toi, mais qu'en réalité, tu suis les règles qui sont là, au niveau du travail, je veux dire. Par exemple, la hiérarchie, les définitions de poste, ce genre de choses. Je travaille dans un système effectivement extrêmement lourd, très administratif, très institutionnalisé. Donc ce système est très lent à faire évoluer. Donc on est obligé de se ranger à ce système pour avoir sa place et pouvoir travailler tranquillement au quotidien. Maintenant, effectivement, il y a une forte volonté de le bousculer ou de contourner certaines hiérarchies ou certains codes pour pouvoir aller plus vite, faire avancer des projets. Donc effectivement, il faut se ranger au système parce que c'est celui qui est établi et qu'on ne peut pas être tout le temps dans le chaos et la révolte pour faire évoluer quelque chose. Mais il faut avoir la petite dose de soupçon de révolte quand même pour pouvoir avoir l'impression de changer les choses tout de même. Mais ça peut créer beaucoup de tension aussi. Ça crée de la tension. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution par rapport à cette situation ?
Très certainement. Mais justement, avant que je fasse des propositions, qu'est-ce que toi, tu aurais en tête de te dire, mais qu'est-ce que je pourrais vivre différemment? Parce que là, ce que j'entends comme problématique, c'est je travaille dans un système qui est très procédural, où il y a beaucoup d'administratifs, où il y a des fortes contraintes, et je choisis d'être aussi dans ce type de structure, et en même temps de la contrer. Il faut peut-être travailler sur soi pour être davantage en mesure, plus armé pour gérer les moments de conflit qui vont être générés par ce besoin de secouer l'administration. Donc il y a un travail à la fois de posture, je pense, pour savoir parler aux différents interlocuteurs qu'on va avoir en face, pour pouvoir faire adhérer ou accepter des révolutions, entre guillemets. Et une deuxième chose qui est plus intérieure, c'est modérer un petit peu plus ses émotions et savoir soi-même nuancer ces révoltes intérieures. Bah, c'est vrai qu'en fait, j'écoutais justement un podcast de Adam Grant qui interrogeait quelqu'un à la CIA et qui disait qu'elle avait cette volonté de faire changer le système, mais qu'elle avait réalisé que pour pouvoir faire changer le système, il fallait d'abord le comprendre, l'intégrer, en voir les bénéfices et avoir envie de le soutenir pour faire passer ça en premier comme message, pour en deuxième faire passer le message que peut-être il y avait des choses à modifier. Et que si on commence en partant de l'envie de modifier et de changer, ben en fait c'est une lutte. C'est une lutte contre soi et contre l'autre, plutôt que de se dire on va être tous ensemble, on part du même principe et on voit comment on peut évoluer. Est-ce que ça te parle ? Oui, tout à fait, très intéressant. Et ça permet aussi de finalement être plus crédible quand on propose une modification, parce que la personne qui va écouter ou l'institution qui va écouter va pouvoir entendre et comprendre que tu comprends complètement leur point de vue, leurs besoins, leur façon de fonctionner, que c'est pas ça que tu es en train de remettre en cause, que tu es en train de proposer une petite amélioration par rapport à l'existant. Et donc ça apporte quand même une assise par rapport à l'autre, mais aussi par rapport à soi. De se dire, je ne suis pas en train de lutter à la fois contre ce que je veux et contre ce qui est, ou alors en moi contre l'institution ou contre l'autre. Je comprends. Très bien. Et puis, je me demandais si tu t'avais vu s'il y avait une particularité dans la vision de Fantomètre par rapport à ses relations. Par exemple, par rapport à ses parents, ses amis, les autres camarades de l'école ou l'institutrice. Alors, les parents n'existent pas dans Fantomètre, sûrement un choix de l'auteur. Par rapport à ses amis et à l'institutrice, oui, alors l'institutrice représentant l'institution, elle est très sage vis-à-vis de cette institutrice, que les amis, à l'inverse, vont systématiquement vouloir embêter ou remettre en question ou être gênés de punitions qui tomberaient, etc. C'est pas le cas de Françoise, donc Fantomètre. Par rapport à ses amis, elle a toujours une sorte de sympathie discrète. Elle les laisse finalement exprimer leur personnalité, leur révolte, leur côté rigolo. Dans l'écriture de l'auteur, c'est même plus, au moment où c'est pas Fantomètre, quand c'est entre amis, c'est même plus ces amis-là dont on décrit les attitudes plus que ça de Françoise. Françoise est plus finalement en réaction, un peu discrète, un petit peu en contrepoint, mais l'histoire qui se déroule au moment où on est dans la vraie vie de jour, ça va être plutôt l'histoire quotidienne des amis en question. Et Fantomètre, elle va être plus en réponse, en observation, en retrait. En retrait, en écoute. Voilà. Et est-ce que tu crois que c'est une posture que tu apprécies toi aussi, par rapport à tes amis, par rapport au travail, d'être plutôt en retrait, plutôt dans l'écoute, dans l'observation, avant de toi-même te mettre en avant? Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'arrive dans un nouveau groupe ou dans une nouvelle relation, et même après, une fois qu'elle perdure, j'ai tendance à être davantage dans l'observation que qu'en première vision. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça, tu penses? Très bonne question, je ne sais pas. À ne pas être exposée. À ne pas être exposée, voilà. Exactement, ça permet déjà de pas tout de suite être sur le devant de la scène, de pas tout de suite avoir l'impression qu'on doit avoir raison sur tout,
Ça donne un temps de réflexion en fait et d'observation, et ça permet de se situer par rapport aux autres pour ensuite trouver la place dans le groupe qu'on souhaite avoir finalement. Parce que si on regarde un petit peu par exemple les personnages de Fantomette, c'est assez extrême, et c'est clair qu'elle se place presque en opposition entre ses amis qui sont en train de... pas en opposition, mais en décalé par rapport à ses amis qui sont en train de remettre en cause le système, et elle qui ne le fait jamais. Donc c'est une manière aussi de se dire, bon bah les autres agissent comme ça, comment moi je vais me situer par rapport à la situation, mais aussi par rapport aux gens qui y participent. Donc en se mettant dans l'ombre, ça propose un temps qu'on n'a pas quand on est tout de suite sur le devant de la scène. Et ça, effectivement, c'est précieux et c'est utile. Mais qu'est-ce que ça peut apporter comme risque aussi de faire comme ça ? De rester dans l'ombre et de ne pas savoir défendre ses propres positions. Oui. Et aussi d'adapter ses positions par rapport à l'autre avant de s'être posé la question, qu'est-ce que je veux moi finalement ? Parce que si on est dans l'observation par rapport aux autres et qu'on est en retrait, on va se caler par rapport à eux. Alors que on pourrait aussi se dire, je me lance, j'y vais de manière spontanée et je vais voir ce qui se passe pour moi dans cette situation et ce qui émerge. Très juste. Est-ce que toi, du coup, ça te dirait d'essayer ce genre de choses ? De te lancer la première ? Mais oui. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça pourrait t'apporter professionnellement de faire ça ? De défendre ce que je suis moi-même, avant de défendre une position qui est très d'autres qui seraient très diplomates et qui ne m'appartiendraient pas. Et est-ce que tu aurais envie d'essayer ? J'aurais envie d'essayer, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour ça ? J'allais répondre court-circuiter ma N+1 pour aller m'adresser directement au N+2, mais c'est déjà être contre l'institution. Pas forcément, tout dépend comment c'est fait. Non, si agir réellement au niveau... court-circuiter, oui, mais si c'est juste parler. Non, quand je dis court-circuiter, mais non, effectivement, c'est plus agir à l'échelon qui va être politique et qui aura d'emblée la possibilité d'écouter ma position et de la défendre s'il adhère ou pas. Plutôt que de passer par une hiérarchie obligatoire instituée, mais qui est plus fonctionnelle que de décision. D'accord. Et est-ce que tu aurais vraiment envie de le faire ? Oui. Est-ce que tu vas le faire ? Je vais le faire. Et quand ça, alors ? Quand est-ce que dès cet après-midi, parce que j'ai un projet en cours qui pourrait nécessiter ça. Donc, si dans la foulée de cet échange, je peux le traduire tout de suite, ça pourrait prendre forme dans cet échange cet après-midi sur un email professionnel. Ah, c'est parfait. Est-ce que tu crois que l'email, c'est l'idéal dans cette situation ou il vaudrait mieux appeler la personne ? Tout dépend de la personne et du niveau hiérarchique qu'on peut avoir avec cette personne. En l'occurrence, c'est un très grand directeur, donc c'est nécessaire de passer d'abord par l'email et de voir la réaction, qui n'empêche peut-être pas dans un second temps un échange téléphonique ou de visio. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça va te donner quand même ce temps pour toi que tu apprécies, où tu vas pouvoir prendre le temps de peser tes mots et pas te retrouver comme ça directement sur le devant de la scène. Donc c'est un premier pas. Après, ce sera peut-être l'occasion d'appeler cette personne en direct après coup, avec un petit peu moins de préparation et plus de place pour ce qui se passe dans l'échange à ce moment-là. Ça te dirait de faire ça ? Je vais essayer de le faire, oui. À essayer, c'est pas possible. Je vais le faire alors. Je vais le faire. Toujours, c'est impossible. Soit on le fait pas. Alors je le ferai. Merci beaucoup Marielle pour ce temps. Et puis j'espère que ça t'a apporté beaucoup de choses et une autre vision de Fantomette et de toi-même dans ton travail. Merci beaucoup Héloïse. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver nos chroniques sur ressources-coaching.ch ou sur secteur51.net. N'hésitez pas à me contacter si vous avez une question ou si vous voulez participer à cette émission. Je vous souhaite à tous une belle histoire de vie.